Salut à tous et bienvenue sur le plateau de 13 Mag, le magazine des trésistes français. On vous parlera aujourd'hui avec nos nombreux invités de Super League, avec notamment Sébastien Munoz, le directeur général des Dragons catalans. On parlera bien sûr de Super 13, d'Élite 2. On parlera aussi de l'arbitrage. Ça n'est pas souvent que ça arrive autant que ça arrive aujourd'hui. Et puis il y aura 2 reportages, notamment du côté de Villefranche-de-Rouergue avec les fameux loups qui étaient l'an dernier en Élite 2, qui sont montés en Super 13 cette année. Et puis, ça c'est assez singulier, un reportage sur Théophage, non pas en tant que joueur et meneur des Dragons catalans, mais en tant qu'entraîneur en National 1 du côté de Salse 13. On va revenir sur les belles victoires du 13 de France fauteuil face à l'Irlande et l'Angleterre, et puis le côté histoire avec Pierre Vergès, et notamment la règle des tenues qui a tellement évolué au fil du temps. Allez, restez connectés, 13 Mag, c'est maintenant. Avec Sébastien Munoz, le directeur général des Dragons catalans. Bonjour Sébastien. Bonjour Alain. Sébastien, vous voilà de retour, puisque vous aviez été, il y a de cela 14 ans en arrière, si mes souvenirs sont bons, directeur sportif, mais aussi préparateur physique des Dragons. Là, c'est tout autre chose pour vous. Exactement, c'est une nouvelle mission, mais une mission qui, évidemment, me remplit de bonheur depuis ces 3 premiers mois. Donc, c'est un retour aux sources, un retour au club. Mais d'abord un retour à une passion qui est chevillée au cœur. Qui vous remplit de bonheur et qui vous remplit de travail, j'imagine, puisque depuis 2019, depuis le départ de Christophe Jouffret, effectivement, il n'y a plus de directeur général. Cette fois-ci, c'est comblé. Justement, vous êtes en place depuis le 1er septembre. Dans quel état de santé avez-vous trouvé le club ? Je le trouve en bonne santé. C'est un club qui a énormément changé depuis mon départ. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il a progressé, il a évolué. Et c'est un club qui a bien grandi. Et donc, j'arrive évidemment dans des structures qui sont dignes du haut niveau. Donc, c'est confortable. Et d'ailleurs, on voit des très belles images du stade qui va changer. Notamment, on a vu la tribune Gouache-Laborde qui, prochainement, sera détruite au profit d'une tribune grand format, c'est ça ? Exactement. Et, les travaux devraient commencer en septembre 2025. Donc oui, on attend cette tribune avec impatience, mais tout le monde l'attend parce qu'on l'a attendu déjà depuis longtemps. Ça fait 10 ans qu'on attend cette tribune, mais elle va donner une nouvelle dimension à notre club, que ce soit dans la capacité d'accueil, évidemment, de tous nos supporters, de tous nos partenaires, mais elle va donner aussi une puissance économique qui évidemment fera du bien au club et qui nous permettra d'aborder sereinement de nouveaux projets. Alors il faudra certainement délocaliser certains matchs, mais ça aussi c'est une façon de promouvoir le club et la discipline. Exactement, il faudra délocaliser certains matchs parce qu'on ne sera pas en mesure d'accueillir tout le public. Et dans cette optique de promotion, on y travaille déjà, puisque la semaine dernière nous étions avec le président Bernard Gouache et Christophe Lévy à Paris pour visiter les installations du Stade français, notamment le Stade Jean-Bouin, afin de délocaliser un match de Super League et d'accueillir, pas que de la Super League, on aimerait bien accueillir aussi une rencontre de Super 13. Et l'idée, ça serait de promouvoir le rugby à 13 français et d'en montrer toutes les forces. Un sacré projet en perspective. Alors il y a aussi une volonté de faire venir le public en nombre, ce que font les Anglais quand ils viennent à Brutus. Il y a un public qui vient en masse pour soutenir leurs équipes. Et là, l'idée, ce serait de mobiliser, si j'ai bien compris, les Peñas, de façon à ce qu'il y ait beaucoup de Catalans qui montent, soit à Paris, soit autre part. Exactement, ça serait dès cette année, on aimerait bien mobiliser les Peñas et puis tous les supporters, tous les amoureux de rugby à 13, les amener sur un match, cibler un match dans le calendrier, où on se déplacerait en nombre et on pourrait ainsi soutenir le club, mais montrer aux Anglais que, comme eux le font pour un seul match, on est capable, nous, de le faire pour un match, de se déplacer et d'être présent, et de leur faire découvrir aussi le rugby à 13 en Angleterre et la passion que l'on peut ressentir autour de ces matchs. C'est un de nos projets. Alors le point noir, ça malheureusement, on le sait tous, c'est l'amputation de 500 000 € en moyenne, puisqu'il va falloir désormais payer les déplacements des clubs anglais jusqu'à Perpignan. Ça, c'est un peu le coup de massue de l'intersaison. Hein. C'est on va dire, la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on doit faire face à cette dépense supplémentaire. On va devoir payer les frais de déplacement des équipes. Alors ça comprend les vols, évidemment, aller-retour, les transports en bus sur le territoire français, mais aussi l'hébergement et la restauration de ces équipes. Donc c'est un coût conséquent, mais on va y faire face et puis on va tout faire pour être à la hauteur de cette nouvelle ligne budgétaire, mais évidemment qui va peser dans notre budget. Alors le budget, pour piqûre de rappel, c'est 13 millions d'euros. 13 millions d'euros, c'est ça ? C'est ça, 13 millions d'euros.
et avec dans les jours qui viennent une augmentation du capital du club. Alors on passe d'une question à une autre de façon très, très large, avec une date du 14 février que vous avez soulignée à l'encre rouge, parce que je sais que vous voulez faire un gros effort là-dessus. C'est le jour de la Saint-Valentin, alors est-ce que les épouses seront contentes de venir en nombre au stade? On le souhaite les voir nombreuses. Oui, effectivement, le 14 février, ça sera notre premier match de championnat. On se sera déplacé la semaine d'avant en coupe, en Angleterre, mais on commencera le championnat à domicile par l'accueil de LFC. Et c'est vrai que c'est un match symbolique parce que c'est le lancement de la saison, c'est aussi notre 20e année. Donc on espère avoir un public en nombre, féminin pour cette Saint-Valentin, mais on espère, on veut faire de ce match un moment important de la saison. Allez, restons sur le sportif. Vous découvrez de nombreux nouveaux joueurs qui viennent d'arriver ici à Perpignan. Vous redécouvrez aussi certains joueurs, bien sûr. On sent qu'il y a une frustration par rapport à l'an dernier, pas de phase finale. Dans quel état d'esprit sont justement les protégés de Steve McNamara? Moi, je trouve que ce que j'en ai vu là depuis le début, je les trouve vraiment investis, prêts à relever le défi, c'est-à-dire réaliser une belle saison, une bonne cohésion. Les entraînements sont durs parce qu'on est dans la phase de préparation, on a un nouveau préparateur physique, c'est vraiment intense, mais je trouve que l'équipe est investie. Il y a en tout cas, on ressent beaucoup d'efforts de la part de chacun, et ça va durer jusqu'à cette phase de préparation jusqu'au début de la saison. Mais vraiment, si je peux vous faire un résumé, oui, très positif. Allez, merci beaucoup Sébastien Munoz. On croise les doigts et on vous croise sur parole, bien évidemment. Un grand merci à vous. Merci à vous. On va parler désormais de Super 13 avec nos deux invités, Frédéric Kamel, le coach de Carcassonne, et Julien Touchagas, le manager général de Saint-Estève 13 Catalan. Deux garçons qui se sont vus hier, puisque hier, il faut le savoir, il y avait la 8e journée de championnat. Carcassonne s'est déplacé donc à Saint-Estève face au fameux Baby Drax, et elle a sorti victoire des Audois 40-20. Julien, en tant que vaincu, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est passé la loi du sport. Une première mi-temps en notre avantage, sans scorer le nombre d'essais voulus pour battre cette équipe de Carcassonne qui est très forte, qui a donné la deuxième mi-temps et qui a dominé la deuxième mi-temps et qui nous a gagné sur un score assez large, mais mérité. Alors paradoxalement, tout à l'heure, en aparté, Fred nous disait qu'il est un peu froissé, agacé, parce que ces joueurs sont souvent en mode diesel. Ils commencent, on va dire, relativement lentement pour finir très fort. C'était le cas d'ailleurs face à l'UTC. Oui, c'est ça. Bon, après, le souci qu'on a, c'est récurrent depuis le début de la saison, c'est qu'on fait les premières mi-temps où on est toujours dans l'envie de jouer, peut-être un peu trop, et on se précipite parfois, on force des choses et on fait pas mal d'erreurs, et on est au niveau de la complétion des chaînes, on est au maximum à 55%. Hier, c'était 56%, donc c'était peut-être la meilleure mi-temps depuis le début, mais après, voilà, on a rectifié certaines choses à la mi-temps, les joueurs ont compris où est-ce qu'il fallait appuyer, et bon, on avait eu un bon travail de nos avants quand même, qui a fait un sacré travail de sape en première mi-temps, et on a réussi à mettre en place les schémas qu'on avait travaillés. Un bon entraîneur et un entraîneur qui n'est jamais content, ça on le sait bien. Julien, c'est aussi votre avis, c'est le travail de sape et des avants qui a payé hier pour eux? Ah oui, bien sûr, quand vous voyez les kilos rendus à notre équipe sans être, pour nos joueurs, c'est sûr qu'à force de plaquer dur contre des murs, ça commence à céder. Et bon, après, l'expérience aussi a fait que nos jeunes n'ont pas su scorer ou gagner un peu le duel au milieu où la rapidité est tenue. Fred, les avants Canet, Drodroladji, Serouvelou, et puis le dernier, Eden Roger-Smith, l'ancien joueur des Roosters, le pilier. La force première de Carcassonne, c'est ça, c'est son paquet d'avant, parce qu'on sait qu'aussi il y a une charnière de qualité, et puis des garçons de derrière qui sont capables aussi de faire la différence. Oui, on a une équipe assez complète, donc c'est le but quand on recrute, quand on va chercher des joueurs, c'est chaque année qu'est-ce qu'on peut amener de plus et de mieux à l'équipe. Et oui, on a un paquet d'avant qui est solide, mais on a un paquet d'avant qui sait jouer au ballon, qui a des mains, et qui voit les coups, qui s'entend bien. Il y a beaucoup de
connexions qui sont établies entre ces joueurs-là. Il y a le plaisir de jouer évidemment, mais voilà, le plaisir du jeu surtout, d'essayer de trouver des failles, d'essayer de perforer les défenses adverses, de répondre aux questions que les défenses nous posent. C'est le challenge qu'on se fixe et nos joueurs aiment ça. Et puis on avait envie hier justement, face à une très belle opposition, de savoir où on en était un petit peu. Et voilà, on a des réponses à nos questions, on va pouvoir travailler pour essayer de performer encore un peu plus. Julien, ce qui fait la différence entre Carcassonne en partie et vous, c'est que Carcassonne, c'est une équipe qui est confirmée avec des joueurs qui jouent ensemble depuis un petit moment. Vous avez recomposé l'effectif à peu près à 50% durant l'intersaison. Est-ce qu'il faut encore du temps pour que ce soit vraiment très homogène ? Oui, bien sûr. Quelques mois ont passé, on a été surpris par notre début de saison, il ne faut pas en dire le contraire. On a été surpris par les jeunes, on a été surpris par les recrues, par les retours, par l'osmose qui se fait dans cette équipe, qui est en train de devenir une équipe. Donc oui, il faudra du temps, il faudra des matchs comme on a eu hier, il faudra d'autres oppositions. Chaque week-end, nous enchaînons les matchs pour la première fois sur un mois entier, sur 4 rencontres. Donc après ces 4 matchs, je pense que l'équipe aura passé notre palier et tous ces jeunes, et puis d'autres qui vont arriver, gagnent en maturité, et gagnent en expérience. Et on aurait aimé battre Carcassonne hier pour montrer aller le plus haut encore possible, mais ça viendra. Alors vous avez fait signer des garçons de qualité, on pense bien sûr à Ben Lam, le Samoan, ancien joueur de Montpellier Rugby Héros, à 15, Daré Latour, ces gars-là, aussi des anciens 15istes, Vaillant, Hubert, ce sont des garçons prometteurs qui tapent aussi à la porte des Dragons catalans. Aujourd'hui, on essaye de les faire pousser au maximum pour qu'ils poussent la porte des Dragons catalans, mais il y a encore beaucoup de travail. Mais ces joueurs du 15, Ben Lam, malheureusement, hier, nous a fait défaut au bout de 15 minutes. Une belle blessure, Monsieur Seguela aussi. Mais voilà, il y a des joueurs Daré Latour est la surprise du début de saison. Vraiment, un joueur pétri d'énergie, de qualité, de vitesse, de rugby en fait. C'est un rugbyman complet de l'année 2024 et qui va progresser encore parce qu'il a que 5 matchs de rugby à 13, donc à voir. Carcassonne 13, vainqueur du doublé la saison passée, aujourd'hui invaincu après 8 journées de championnat. Qu'est-ce qui peut vous arriver, Fred ? On est tout juste au premier tiers de la saison, et puis voilà, je pense que ce qui nous caractérise, on arrive à se remettre en question chaque année, essayer de rester régulier, c'est ça qui est le plus difficile, et quand on est dans cette position-là, on a toujours envie de faire mieux en fait, et de bien jouer, de donner du plaisir à nos supporters, parce que c'est quand même ça la base de notre sport. On a un rugby qui aujourd'hui est plaisant à regarder, les joueurs prennent du plaisir à évoluer ensemble, et voilà, donc on a envie de continuer là-dessus. Et puis il y a quelque chose qui nous caractérise, c'est qu'on déteste perdre, que ce soit le staff ou les joueurs, on a horreur de ça. Il suffit de venir voir un match à toucher à l'entraînement, et il y a des joueurs qui peuvent se mettre dans un état pas possible s'ils perdent ne serait-ce que le match du mardi soir. Donc voilà, on essaye de perpétuer ça et de toujours faire mieux et de performer encore et encore pour essayer de prendre un titre de plus. Julien Touchaga, c'est pareil, il n'aime pas perdre, mais à la pétanque, lui, paraît-il. C'est vrai ou pas ? On nous aurait menti, peut-être. C'est pas pareil. Non, j'aime pas perdre, mais je sais où on est aujourd'hui. Et on va essayer d'aller un peu plus loin avec mon staff qui est vraiment de qualité, notre équipe de dirigeants et une nouvelle génération qui est de qualité. On l'a assez vu hier à Saint-Estève pour avoir fait venir du monde au stade. On commence à être respecté un peu dans notre compétition, je pense. Et redouté aussi. Et redouté, donc c'est positif parce qu'on a passé aussi des années fastes. On n'était pas à cette position. Après le classement, aujourd'hui, ne veut rien dire. Comme disait Fred, on se remettra en question et on fera les comptes à la fin. Mais on est sur du positif et on va continuer à travailler et former. Très rapidement, quel regard vous portez l'un et l'autre sur le championnat de Super 13 ? Je trouve que ça c'est homogène cette année. Il y a des équipes qui surprennent, que ce soit Villefranche, que ce soit Villeneuve, qui ont monté d'un cran le niveau du championnat, et ça c'est vraiment très très bien. Voilà, il y a des équipes qui déçoivent un petit peu, mais bon, je pense par exemple à Limoux qui s'est bien rattrapé hier et qui en renforçant l'équipe avec Zach Santo, notre Australien, et puis quelques blessés à moins. Bon, être là à la fin, c'est sûr. Albi, qui est peut-être pas très très bien aujourd'hui, mais sur qui il faudra compter. Donc voilà, c'est la bonne surprise. C'est Saint-Estève 13 Catalan qui vient pointer le bout du nez. Et franchement, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Et voilà, on parlait de ce Daré Latour qu'on connaissait pas. Et c'est vraiment une belle surprise, un très beau joueur. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont éclore d'ici très peu. Julien Touchaga, tout à fait d'accord.
Alors, s'il y a une équipe qui monte en puissance depuis le début de la saison, ce sont les Loups de Villefranche de Rouergue 13, puisque l'an dernier, vous le savez, ils ont été champions de France d'élite 2. Ils sont pour l'instant 5e au classement, avec 4 victoires pour 3 défaites. Regardez, c'est un reportage signé Pascal Le Saunier. Au cœur de Villefranche de Rouergue, l'ancien joueur François Viguier accueille les Loups dans son Café Le France, l'incontournable repère des trésistes aveyronnais. Ah, c'est le plan shot de championnat de France élite 2 de l'an passé, de la saison 2023-2024, où on a battu Villegayen 37-14 à Lézignan. Imaginez, vous arrivez dans une ville, vous connaissez personne, je trouve que la cohésion c'est essentiel pour se sentir bien. Sans ça, il y a 45 minutes, il y a 2 fois 40 minutes qui est important, mais à côté de ça, il reste une vie. Moi je trouve ça essentiel. Une cohésion travaillée au quotidien par le capitaine d'origine catalane Romain Pallares, demi-mêlé des Loups et aussi salarié du club. J'en suis même honoré, quoi. On arrive à créer un groupe, des gens qui arrivent de toutes parts, de toutes coutumes, et c'est le rugby qui rassemble. L'équipe a intégré 4 nouveaux joueurs pro étrangers très performants en début de saison. Les 3 Australiens, Jack Lossops, Jordan Kemprich, Hugh Sedger et le néo-zélandais Dredin Sorensen aiment aussi découvrir et savourer le terroir français. J'aime la Ligue. J'aime les filles en France. J'aime chocolatine. Ouais. Let's go Wolves. Alléluia. Let's go. Jean-Sébastien Orcibal, maire de Villefranche de Rouergue et ancien trésiste, parie aujourd'hui sur les Rouges et Bleus pour redynamiser sa ville. L'Aveyron, c'est essentiellement donc un village, un club de foot, mais par contre, dans les villes comme Villefranche de Rouergue, eh bien, c'est le rugby et le rugby à 13. Il y a un public, il y a donc une attractivité, mais il y a aussi un club entreprise qui est là. C'est une véritable locomotive que le club de Villefranche 13. On est également en train de concrétiser une boutique de Villefranche 13, donc une boutique que met à disposition la mairie et dans laquelle on aura finalement tous les dérivés de Villefranche 13, ce qui est important aussi pour nous, car ça contribue à la revitalisation d'un magasin de plus à l'intérieur de notre ville. Et là aussi, on voit tout l'aspect économique du club. Ce qui fait la force de Villefranche, je pense, c'est la stabilité aussi en termes de dirigeants, en termes de partenaires. C'est un club qui est aussi historique dans notre discipline. Donc je pense que tout ça fait que les joueurs s'identifient, les gens s'identifient, ont confiance. C'est un milieu qui est très sain, où tout se passe bien. Alors on n'est pas toujours d'accord, bien sûr, entre les uns et les autres. Mais je pense que c'est les valeurs essentielles de ce club, elles sont là, quoi. Avec un bon début de saison, les Loups de Villefranche comptent désormais s'installer durablement en Super 13. Cette équipe des Loups qui est allée croquer, il faut le savoir, Limoux au stade de l'Aiguille et qui a battu aussi sur sa pelouse Pia et Lézignan. Fred, vous avez joué contre eux lors de la première journée. Bon, c'était un match de rodage pour tout le monde, mais Carcassonne avait gagné sur un score fleuve de 52-6. Malgré tout, vous avez senti qu'il y a un potentiel dans cette équipe-là ? Oui, tout à fait. Déjà, ils sont bien coachés par David. Et puis après, il y a une base de joueurs qui est là, qui bossent ensemble depuis un moment. Et ils n'avaient pas encore les 4 étrangers qui étaient arrivés, ou il y en avait un, je ne me rappelle plus. Mais voilà, ces étrangers ont été bien choisis et amènent un véritable plus à l'équipe. Et aujourd'hui, ils sont avec un jeu qui est agréable, mais qui est aussi efficace. Julien, vous allez les rencontrer très prochainement, et non pas à Saint-Estèphe cette fois-ci, mais dans la patrie de Jean Gallia, Illy-sur-Tête. Pour quelle raison d'ailleurs ? Pour Illy-sur-Tête, notre réserve, et on leur avait demandé l'année dernière de venir jouer en ouverture de nous contre Saint-Gaudens, et du coup on renvoie l'appareil pour faire une belle journée à Illy, vu que Villefranche n'a pas de U19. Donc une belle journée à Illy, sur Tête, à Jean Gallia, bien sûr, devant notre public, parce que c'est un public trésiste.
Exactement, allez, on prend date. Merci messieurs, merci Julien, merci Fred. Merci beaucoup. On va aborder le sujet de l'élite 2 avec nos amis Olivier Rostand, l'entraîneur de Carpentras, les fameux taureaux de Carpentras, et puis Rémi Marginet pour les Broncos de Palau. Bonjour messieurs. Bonjour Alain, merci. Alors Olivier, c'est vous qui venez de plus loin, donc on va vous donner la parole de suite. Il faut rentrer vers Carpentras, il y a un petit peu de route. Olivier, aujourd'hui, le RCC est premier au classement avec 4 victoires pour une seule défaite. On peut dire que c'est un début tonitruant pour vos couleurs. Oui, on va dire que c'est un peu court, on va dire, pour être vraiment sûr de notre position à la fin du championnat. Mais bon, pour l'instant, oui, on peut dire qu'on est bien parti. On verra où ça nous mène. Alors l'an dernier, vous avez ponctué la saison régulière à la 4e place avec une demi-finale perdue. Est-ce que l'objectif cette fois-ci sera encore plus grand? Est-ce que vous visez un titre très clairement? En fait, c'est très clair. En fait, à Carpentras, on n'a pas d'objectif. Voilà. Moi, le premier, j'ai pas d'objectif particulier, si ce n'est de bien figurer, on va dire, dans l'élite 2 française. Voilà. Aujourd'hui, les joueurs qui sont au RCC sont là avant tout pour rendre du plaisir et qui travaillent beaucoup à l'entraînement pour justement essayer d'être performants. Mais après, on ne se met pas véritablement d'objectif pour ne pas se mettre une pression, on va dire, nécessaire. Alors, il y a un paradoxe, c'est que vous avez perdu 5 joueurs importants du groupe et qui sont partis vers Avignon. Et paradoxalement, vous êtes plus performant que l'an dernier. Ouais, c'est les perdre sans les perdre, en fait. C'est des jeunes. Carpentras, aujourd'hui, on va dire que c'est surtout une école de formation parce que Carpentras n'a pas nécessairement les moyens d'accéder au niveau du Super 13. Donc, les gamins qui sont chez nous depuis déjà de nombreuses années, on veut surtout ne pas les arrêter là. On veut surtout qu'ils aient une perspective d'évolution, qu'ils aillent vers le haut. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille en mutualisation avec Avignon. On a perdu ces joueurs sans les perdre vraiment, parce que derrière, du coup, on a un flot de nouveaux jeunes qui ont très vite acquéri, on va dire, le niveau élite 2 et qui, aujourd'hui, nous permettent d'être relativement bien placés dans le classement. Rémi Marginet, on vous connaît en tant que joueur professionnel, notamment en Angleterre et bien sûr un petit peu en France avec les Dragons catalans. C'est une première pour vous en tant qu'entraîneur. Alors vos premières sensations, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est un autre challenge pour moi et c'est vrai que c'est intéressant de passer de l'autre côté de la barrière, mais quand on est joueur, on voit pas le travail qu'il y a en fait. Tu arrives avec tes crampons, tu t'entraînes, tu prends du plaisir, mais maintenant je vois le travail qu'il y a à accomplir. Et des fois, c'est compliqué, mais c'est bien, ça me remet en question, ouais, c'est bien. Je vais vous poser la question, vous vous mettez dans la peau de l'entraîneur maintenant, vous comprenez mieux les entraîneurs d'antan, enfin du moins ceux que vous avez connus quand les compos vous satisfaisaient pas forcément ou que les choix vous satisfaisaient pas non plus. Là maintenant, vous êtes décisionnaire. Hein. Ouais, c'est vrai que quand tu te mets dans la peau du coach, des fois j'y pense et je me disais, des fois je râlais sur des décisions, sur des choses comme ça. Et, oui. Et maintenant, oui, c'est sûr qu'on se met à leur place et oui. Alors Palau, c'est pour l'instant malheureusement 2 victoires pour une défaite. Vous avez très peu joué, dû forcément à des intempéries, des reports de matchs. Il y a un sentiment de frustration, de manque. Ouais, je suis un peu frustré par rapport à ça, parce que par rapport au calendrier, par rapport à, on a eu 2 matchs reportés, on a eu une fois exempt, donc les autres ont 6 matchs et nous on en a que 3, donc pour avoir des repères sur le terrain, c'est un peu compliqué, donc un manque de rythme et tout ça, donc petit à petit, on va essayer de reprendre ça. Ouais. Puis vous avez un goût amer dans la bouche, j'imagine, avec le revers à domicile face à Yves-sur-Tête, c'est ça? Un petit peu, ouais. Vous taquinez un peu, hein? Ouais, bon, après, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes avec toutes les fautes qu'on a fait. C'est plus nous qui l'avons perdu qu'eux qui l'ont gagné. Qu'est-ce qui manque pour franchir un cap aux Broncos? Bon, on a renouvelé l'équipe à presque 90%, oui. Donc c'est des joueurs, même s'il y a des noms dans cette équipe, c'est pas une addition de noms qui va faire que l'équipe va tourner. C'est nous qui devons travailler à l'entraînement et prendre du rythme et des repères. C'est pour ça que je suis un peu frustré par rapport au calendrier. Mais une fois qu'on aura tout ça, je pense que ça se passera pas trop mal. Vous êtes le seul club d'élite 2 à avoir 4 joueurs australiens. Qu'est-ce qui séduit les joueurs australiens du côté de Palau? Pour avoir discuté avec eux un petit peu, ils sont là pour une expérience. D'autres, ils sont là pour aussi se montrer en France, pour essayer d'accéder au Super 13 l'année prochaine. C'est pour se montrer, avoir des expériences un peu de l'autre côté. Olivier, on connaît la ferveur du stade de la Roseraie à Carpentras. Est-ce que le fait d'avoir des résultats positifs aujourd'hui vous donne la possibilité d'avoir un public un peu plus important que d'ordinaire? Déjà, on a un public, c'est déjà bien. On a retrouvé un public de qualité.
qui met supporter des joueurs qui le deviennent petit à petit, ils deviennent qualitatifs ces joueurs-là. Et du coup, on a pas mal de supporters les week-ends. Voilà, il y a un peu de bruit dans la roseraie, ça résonne bien, oui. Oui, c'est un stade dans lequel ça pique très souvent quand on va y jouer. Est-ce qu'il y a des belles surprises au niveau des jeunes joueurs qui ont été formés au club, qui jouent actuellement sous vos couleurs? Actuellement, les jeunes qui sont chez nous? Oui. Eh bien, aujourd'hui, de toute façon, c'est pas compliqué. L'effectif de Carpentras, c'est 16 seniors. Et le reste, c'est que des juniors. On a à peu près 25 joueurs. Donc, on peut dire qu'on est plein de surprises, en fait. Le moyen d'âge, donc, elle est à combien aujourd'hui? L'année dernière, elle était à 20 ans. Cette année, ils ont pris un an. Elle doit être à 21, peut-être 22. Il y a des joueurs de qualité dans votre effectif aussi, Rémi. Est-ce qu'il y en a que vous trouvez plus particulièrement performants, que vous connaissiez auparavant? On a réussi à avoir Stanislas Robin, qui est connu. Oui, Stan Robin, oui, à la mêlée. Après, il y a Ben Julien, qui vient de rentrer avec nous. Oui, après, il y a des petits jeunes aussi qui n'ont pas passé la marche à Pia ou au Baby Drax, donc ils sont venus chez nous. C'est sûr, avec l'expérience de ces joueurs, ils peuvent apporter que ces jeunes joueurs grandissent un peu plus. Ouais, des joueurs d'expérience, forcément, qui vont apporter leur savoir-faire aux plus jeunes. Olivier, de votre côté, il y a le grand frère avignonnais, qui n'est pas très loin, et je sais que vous partagez pas mal de choses, notamment au niveau des juniors. Comment ça se passe? Oui, écoutez, c'est pas compliqué. Le fait est qu'aujourd'hui, les effectifs des clubs sont relativement faibles. Donc on est un peu obligé de se mutualiser, nos moyens pour pouvoir permettre à ces minots, justement, au moins de jouer en junior élite. Donc voilà. Nous, on avait cette équipe-là il y a déjà une période d'années. Les plus performants sont montés en élite de l'année dernière. Cette année, il y en avait les plus performants sont partis en élite 1 sur Avignon. Donc derrière, il y a eu un flot, on va dire, de volonté des différents clubs vauclusiens de s'allier pour quand même garder une équipe en junior élite. Et bon, là, c'est ce qui a été fait. On essaye, quoi qu'il en soit, de travailler pour le bien-être du rugby à 13 sur le Vaucluse, voire même sur la Provence, parce qu'on est quand même, on va dire, partenaire avec Salon, etc., etc. Donc voilà, l'objectif, c'est quand même d'être tous ensemble avec un objectif principal, c'est d'amener les gamins au plus haut niveau en Provence. Allez, le prochain rendez-vous entre Rémi et Olivier, c'est exactement le 8 décembre à Carpentras, à la Roseraie. C'est ça. Un match que l'on suivra avec beaucoup d'intérêt. Merci, messieurs. Merci à vous. On les appelle communément les hommes en noir. Ils sont souvent critiqués, parfois conspués, parfois aussi, il faut le dire, insultés, ça arrive aussi. Mais ils sont aussi appréciés par bon nombre de joueurs, et fort heureusement. Et j'ai à mes côtés 3 arbitres, en l'occurrence Jean-Louis Daniel, en l'occurrence Franck Humbert, et notre ami Stéphane Vincent. Bonjour messieurs. Bonjour. Bien, une simple question. Est-ce qu'on peut être heureux quand on est arbitre de 13 en France? Expliquez-moi un petit peu, Jean-Louis. Alors, je vais commencer par si cela me tient qu'à moi, je tiens à m'exprimer au nom des arbitres français, ainsi si le tutoiement m'est-il permis. Bien évidemment, on est entre nous, on est en famille ici. Nous le connaissons depuis déjà de formeuses années. Allez, au diable vous moment, on se tutoie. Convié à participer à cette émission de 13 mars. Êtes-vous heureux, Jean-Louis? Oui, je suis encore heureux parce que, encore à l'âge certain que j'ai encore, malgré le dernier dinosaure trésiste arbitral qui existe encore, à 65 ans encore, j'ose officier et je prends encore du plaisir sur le terrain. La passion m'anime, mais il est vrai qu'au mois de mai prochain, là, c'est vraiment acté, ça sera définitif. Jean-Louis, qui est le nouveau président de la commission des arbitres et des délégués. Franck Humbert, même question, allez, très synthétiquement. Heureux? Heureux, de toute manière, je pense que si on n'était pas heureux, on ne peut pas arbitrer en étant malheureux. Ça nous tient, c'est chevillé au corps, et c'est pour faire vivre notre rugby, il y en a besoin, donc... Stéphane Vincent, aussi heureux en France, heureux à l'international, heureux partout finalement. Bien sûr, heureux partout sur le terrain. C'est notre passion, je pense, commune, comme les joueurs, comme les entraîneurs. Notre passion, c'est le 13 et vivons notre passion à fond. Allez, je vous ai un petit peu taquiné en parlant de la critique. Elle est légitime, hein, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Quelle est la critique qui vous touche le plus finalement quand vous êtes en train d'œuvrer sur le terrain? Alors, personnellement, la critique qui m'est vraiment odieuse, c'est d'être malhonnête. Ce propos de malhonnêteté, je ne l'ai jamais accepté et je ne l'accepterai jamais. Parce que je pars du principe que arbitrer, c'est bien et c'est beau aussi, mais quand on... Non. Être malhonnête, c'est un mot que je n'arrive pas à percevoir et à admettre.
Stéphane, on va revenir, on va se tutoyer, bien sûr. Tu me disais en aparté, je déteste les gens qui pensent qu'on favorise les équipes. Oui, bien sûr. Nous, on est là que pour régler le jeu. On est les maîtres d'orchestre du jeu. Nous, le but, c'est vraiment d'animer le jeu au mieux, de faire respecter les règles du jeu. Et on essaye vraiment d'être cohérent sur les 80 minutes de match. Donc, des erreurs, on en fait. On est humain. Et je pense que tout le monde en fait sur les matchs. Les joueurs en font, les arbitres en font. Donc, le but, c'est de travailler pour en faire le minimum. Mais dans tous les cas, on sera là pour faire que le match se passe au mieux. Alors qu'on voit un arbitre bien connu de tous les trésistes, Mohamed Driza, là, sur l'écran. On dit qu'il manque aussi pas mal d'arbitres en France. C'est ça, il y a un problème de formation. Est-ce que c'est réellement le cas et comment faire venir des jeunes justement à l'arbitrage? C'est le cas. Il nous manque beaucoup d'arbitres. En fait, on a des week-ends où il y a 60 matchs, 70 matchs sur le territoire français, avec 110 arbitres, dont 20% qui sont encore des joueurs, etc. C'est vrai qu'on manque clairement de nombre, on va dire. La formation, elle est faite en région avec les RRA, elle est faite sur le niveau national, mais il nous manque clairement une bonne quarantaine d'arbitres pour assurer la formation et le niveau national. Alors, je m'adresse à Monsieur le Président, en l'occurrence. Jean-Louis, comment séduire les jeunes pour qu'ils viennent arbitrer? Comment séduire? C'est un bien grand mot. Alors, séduire, je pense qu'il faut déjà gagner sur soi-même, aller, disons, prospecter dans les clubs. Et c'est le leitmotiv que je répète, tant que d'anciens joueurs trésistes ne viendront pas à l'arbitrage, ça sera très dur pour avoir un bloc homogène, quantitatif, et quantitatif, qui dit quantitatif, dit la qualité. On parlait de l'homme en noir, mais finalement, il y a des hommes en blanc. On voit sur cet écran, avec le maillot blanc. Franck, c'est ton avis aussi, cette stratégie qu'il faudrait, une stratégie du moins, cette logique à avoir pour faire venir... C'est compliqué, parce que la vocation d'arbitre, elle n'est pas innée. C'est vraiment avec l'envie de faire vivre notre rugby. Et le rugby à 13. Donc nous, notre rôle avec Jean-Louis, avec Stéphane et avec tous les responsables de l'arbitrage, c'est d'aller démarcher sans cesse, d'aller voir les clubs et de commencer chez les plus jeunes. C'est là où on a le plus de facilité à les faire venir. Nous, ce qu'on regrette vraiment, c'est que des joueurs qui raccrochent les crampons n'aient pas cette volonté. Alors l'arbitrage, c'est un rôle ingrat. Et nombre de joueurs ont crié sur les arbitres, on les ont conspués, et puis franchir le pas, c'est quand même pas évident. Moi, le premier, Jean-Louis, quand il est passé, Stéphane, on a été joueurs, donc on sait ce qu'on a reproché aux arbitres. Oui, bien sûr. Et cette envie et cette volonté de passer le pas, je pense qu'elle doit rentrer dans l'esprit collectif de chacun et au niveau de chaque club. Et je pense qu'au niveau aussi des entraîneurs, des dirigeants, c'est un discours qui doit être porté, c'est que pas d'arbitre, pas de match. Exactement. Et pas de match, pas de 13. On espère que vous serez entendu. Stéphane, il y a quelque chose qui me sidère à chaque fois que je vais assister à un match long dans la même courante. Je tends mon oreille et j'entends souvent, quand vous vous adressez aux joueurs, vous appelez par leur prénom et vous les voyez. Donc il y a une espèce de distance avec le vouvoiement et puis finalement de complicité avec les appelant par leur prénom. C'est un peu étonnant. Oui, on essaye au maximum, on essaye déjà ce contact avec la personne. Déjà, quand vous l'appelez par son prénom avant de faire en faisant de la prévention, etc., il va être beaucoup plus sensible à la communication que vous allez faire. Donc voilà, il y a toujours ce côté de les connaître au maximum. De toute façon, certains, on les côtoie depuis des années, mais c'est surtout aussi, oui, c'est ce respect, même eux vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis d'eux, c'est le vouvoiement qui prédomine. Après, c'est vrai que certains joueurs qu'on connaît très 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 bien, des fois le tutoiement arrive. Alors, j'allais vous en parler. Allez, question pas forcément taquine, mais quels sont les joueurs les plus provocateurs du championnat? Allez-y, on veut quelques noms, Non, provocateurs, non, je ne pense pas qu'on puisse parler de provocateurs. Je pense qu'il y a des joueurs qu'il faut garder à l'œil un peu plus souvent, on va dire. Donc, je sais pas, il y avait Frédéric Amerteler, il y a Bastien Canet, avec qui il faut établir une relation, mais qui est un super gars. Mais c'est vrai que dans les matchs qui sont un peu tendus, des fois, il a tendance à être borderline. Mais il y en a dans notre club, il y a Valentin Dumas, Saint-Gonès, etc. On a des noms, mais après, voilà. Je pense qu'on a une relation à avoir avec eux et eux avec nous qui est importante, et on est dans la prévention. Nous, on veut que ça se passe au mieux. Et eux aussi, je pense. Donc, c'est important.
Allez, il y a de très bons arbitres en France, on l'a bien compris. Et puis il y a aussi de super entraîneurs, et notamment un nouvel entraîneur, et non des moindres. C'est assez singulier, puisque c'est un joueur de Super League. Il s'appelle Théo Fage, il est le meneur de jeu des Dragons, ça tout le monde le sait, mais il est aussi depuis peu le coach des Châtelains de Salse 13 en National 1. Regardez, c'est un reportage signé Jean-Baptiste Chex. Voilà, c'est la passion, c'est un peu un retour aux sources et c'est ça qui est bien dans ce groupe. Courir que là, ça caille. Les crampons peut-être. Théo Fage, surtout connu comme joueur des Dragons catalans, est désormais coach du club de Salse-le-Château. Tous les mercredis et vendredis soirs, il arrive le premier au stade Louis-Ulrich et pose les plots avant la séance technique. Ah, c'est mieux quand les lignes elles sont tracées, parce que quand elles sont pas tracées, je te le dis, jamais des plots par terre. Ouais, franchement, je me prends du plaisir. Après, au début, c'était un peu compliqué, parce que c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Après, quand tu vois que les joueurs ils progressent, qu'ils prennent du plaisir et tout, c'est... Après, individuellement, j'espère qu'ils se sentent qu'ils progressent. Après, j'essaie de leur apprendre du mieux que je peux. Et... Voilà, après, il y en a certains qui n'osent pas poser des questions des fois. Mais bon, le groupe, c'est bien. Il y a des groupes de leaders un peu qui n'hésitent pas à dire, les gars, si vous ne comprenez pas des choses. Moi, je suis au même niveau qu'eux. Je suis un gars du village. Et voilà, après, je suis un mec simple. Et je pense qu'ils le voient. Et ça se passe très bien. La relation avec eux, elle est au top. Quelques minutes après, les joueurs arrivent au vestiaire, et là, c'est la séquence bise. Film Mehdi, le président. Ça va comme gosse, ça, c'est beau. La dernière sera pour son frère Maxime, 34 ans, qui rechausse les crampons après une parenthèse de 6 ans. Oh, tu vas bien, toi? Ouais, c'est Théo qui m'a dit de revenir. Il m'a dit, quand vous avez un repas chez papa, il me dit, tu veux pas, je recrute. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu recrutes toi? Là, il me dit, entraîneur à salle, du coup, je dis, vas-y. Ça faisait 6 ans que j'avais arrêté, moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'envie comme ça de venir m'entraîner. Il me tarde de finir ma journée de travail pour venir m'entraîner. Après les bises et autres accolades fraternelles, place au discours du président Mehdi Fréat. Comme il vous a dit mercredi, attention à Pomas, c'est pas la même équipe que l'année dernière. Et Pomas, ils viennent de battre Saint-Martin-de-Crau. Et je pense pas que Saint-Martin-de-Crau soit une petite équipe. Donc attention, c'est très important de gagner. Vous savez qu'on a la pression dimanche. J'espère qu'on va faire un gros match. Je compte sur vous. Moi, j'ai confiance. Quelques points que je veux revenir. Je veux que l'équipe réponde, ok? On n'a pas été bon dimanche, on le sait. Ça, c'est derrière nous. On est à la maison. Donc une réponse. Qu'on apprenne de nos erreurs, ok? Pas qu'on fasse toujours la même chose. C'est bon? Match à la maison, prenez du plaisir. Il y aura du monde, j'espère. Ok, j'espère qu'il fera beau aussi. On reprend du plaisir, on reprend le chemin de la victoire. C'est bon les gars, par deux, étirement dynamique. Après avoir joué plus de 200 matchs en Super League et à l'international, Théo partage cette expérience au sommet qui impressionne toujours. Quand il est venu la première fois dans les vestiaires, ils ont été impressionnés, c'est normal. Mais bon, il a tout de suite des qualités, il sait parler aux jeunes et il les a tout de suite mis en confiance et ça s'est très bien passé. Bon, aujourd'hui, voilà, c'est le vendredi, on a match dimanche, donc c'est juste le plan technique, bien préparé pour le match. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment que répéter les chaînes, les bases. Bien les gars, bon skill, c'est bien. Dernier les gars, dernier ventresse. Les gars, profondeur, fixe passe. Et voilà, c'est une expérience. On sait que la carrière d'un joueur, c'est aussi pas
éternel. Donc voilà, c'est aussi un test pour voir si ça me plaît éventuellement. Eh quoi? Il a marqué 1 sur 1. Oh Dorian, change l'arrière aussi. Les gars, changez l'arrière aussi. Ouais, il y a un bon côté familial dans cette équipe. Enfin voilà, les joueurs, ça fait plusieurs années et je vois que c'est des amis de longue date. Donc c'est bien d'intégrer un groupe comme ça qui est déjà très homogène et voilà, après ils aiment bien se regrouper après l'entraînement, manger ensemble et tout ça, donc c'est des choses, des valeurs du rugby que j'apprécie. Fin de l'entraînement pour Salse 13. Avec Théo à leur côté, les Châtelains peuvent repartir au combat. Bon, allez Fini. Théo Fage, donc, le nouvel entraîneur des Châtelains de Salse 13 en National 1. Jean-Louis, Franck, vous l'avez arbitré quand il était gamin. Hein? Oui, exactement. Quel souvenir vous gardez de Théo? Bon, facile à arbitrer? Facile à arbitrer. Déjà, U15, U17, il avait déjà une large palette, on va dire, rugbyistique, et surtout une envie phénoménale. On sentait déjà un garçon qui était plein de dynamisme. Stéphane, vous l'avez arbitré, vous l'arbitrez encore chez les pros? Oui, à la touche de la Super League, c'est vrai qu'on le rencontre souvent. C'est un beau joueur qui a beaucoup de vision du jeu. C'est très agréable de l'avoir avec lui. Donc c'est pas un pénible sur le terrain? Pas du tout. On veut des noms là aussi, en Super League, les pénibles, s'il vous plaît, lâchez un petit peu. Non, trop, il faut pas lâcher trop. Ils sont tenus par le secret professionnel. Non seulement il n'est pas pénible sur le terrain, mais il apporte à Salse, on a vu, habitué à les arbitrer, un calme, une sérénité qui est incommensurable. Et quand on est arbitre, c'est appréciable. Et c'est très appréciable. Merci Jean-Louis, merci Franck et merci Stéphane, et à bientôt donc sur les terrains. Merci. Place au Para Rugby 13 avec les chouettes performances de nos tricolores qui ont battu l'Irlande récemment 62-20, c'était à Nantes. Et puis, dans la continuité, les tricolores ont vaincu les Anglais sur un score de 32-28 au terme d'un suspense haletant. Et on a sur le plateau les principaux acteurs, et notamment le sélectionneur Cyril Torres, notre ami Gilles Clauseis et Damien Doré. Bonjour messieurs. Bonsoir. Alors on va attaquer le sud par la première victoire face à l'Irlande, 62-20, c'était à Nantes. C'est pas habituel de faire du rugby à 13 à Nantes, mais il y a eu un succès populaire aussi, il faut le dire. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement, Cyril, de ce match? Qu'on a un réservoir de joueurs qui deviennent de plus en plus importants. On a eu 5 premières capes sur ce match. Un résultat assez convaincant parce que les joueurs se sont mis les moyens de se hisser au niveau international et de surclasser cette équipe d'Irlande. Et puis une grande première pour le 13 de France, une fille qui a joué, Lisa Lartigue, 17 ans. Lisa Lartigue, 17 ans, une des jeunes promesses de notre discipline, qui à 17 ans devient la première fille et la plus jeune sélectionnée pour le para-rugby 13 en France. Alors on dit que le para-rugby 13 est un sport inclusif, on peut juger avec l'entrée de Lisa. Gilles Clauseis, votre regard sur cette victoire, si vous ne jouiez pas lors de ce match face à l'Irlande, vous avez préservé pour l'Angleterre, qu'est-ce que vous avez aimé? C'est que du bonheur, parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui émergents, qui arrivent avec les dents longues, qui jouent contre l'Irlande et qui les pulvérisent, parce que 62 points quand même, c'est un joli score. Et voilà quoi. Donc il y a un réservoir énorme dans cette équipe. Damien Doré, c'est votre avis aussi, forcément? Oui, bien sûr, c'est toujours très bien de voir les copains qui n'étaient pas dans les 10, ceux qui étaient à Nantes, faire un super match contre l'Irlande. Alors, vous avez affronté pas mal de choses, évidemment 2 équipes particulièrement solides, mais au-delà de ça, à l'extérieur, il a neigé pendant 2 jours du côté de Nantes et de Saint-Lô, et il y avait quelques péripéties à raconter, je crois. Mais on a eu plein de péripéties entre les accidents, notamment de Célia, la chargée des coms, à qui on souhaite un bon rétablissement, les crevaisons, la neige entre Saint-Lô et Nantes, pour nous permettre de juste retarder nos déplacements entre les 2 villes. Non, on a affronté pas mal de galères cette semaine. C'est encore plus savoureux, forcément, comme succès. C'est beaucoup plus savoureux, même. Et c'est bien que ça se finisse comme ça, parce qu'au moins, ça voudra dire que ça forge le caractère d'un groupe et ça permet aux joueurs de voir que, malgré les conditions, on peut se surpasser quand même. Allez, je m'adresse au Cerbérien, Gilles Clauseis, bientôt 62 ans. Gilles, le capitaine emblématique de cette équipe. Question toute personnelle, quel est votre secret ?
Les bols de picoulate. Non, je rigole. En tout cas, pour revenir sur l'anecdote de la neige, moi ça faisait quelques années en tant que Cervérien que j'avais pas vu la neige. Il a fallu que je fasse 1000 km pour voir la neige tomber, qui était très jolie d'ailleurs. Le secret, c'est faire du sport, bien manger, faire du rugby avec les copains, et puis voilà, une bière après le match. Voilà, c'est simple, une vie simple. Allez, pour ceux qui ne le savent pas, les bols de picoulate, ce sont des boules de viande à la catalane. Voilà. C'est ça. Soyons précis, alors que l'on voit les images là sur notre écran de ce match entre la France et l'Angleterre. Vous avez eu peur, j'imagine, parce qu'après un quart d'heure de jeu, vous étiez mené sur un score de 12-0 avant de retrouver votre rugby hardi et puis finir très très fort. Je dirais pas que... Enfin, on a eu peur. On est resté vigilant. Mais moi, j'ai plus senti l'équipe dans le bon move que avoir de la crainte ou de la peur. On est resté concentré. On savait qu'on allait prendre la foudre d'entrée. On s'était préparé. Mais non, on n'a pas perdu pied. On est resté concentré. Damien, au-delà d'un succès sportif, c'était aussi un succès populaire. 2000 spectateurs pour assister à ce match. En plus, en Normandie, c'est pas fréquent. En Normandie, ouais, c'était très bien d'avoir la ferveur du public qui nous a porté pendant 80 minutes. Ça nous a vraiment donné de la force et ça nous a aidé à terminer le match très puissant. En tant que sélectionneur, Cyril, vous avez le sourire. Je vous ai vu crispé avant le match, je vous ai vu crispé à la mi-temps, et puis en pleurs donc à la fin, effectivement. Je crois que les joueurs vous ont sauté dessus. Voilà, on voit les images de joie sur nos écrans. Cyril, c'est tout nouveau pour vous, être sélectionneur, après avoir été capitaine du 13 de France. Quelle vision vous avez sur votre fonction aujourd'hui ? En tout cas, j'essaie de la partager avec les joueurs pour la plupart. J'ai joué avec, ou même en Angleterre, j'ai joué avec ou contre. Et donc, du coup, ce poste est venu très tôt, je pense, pour moi. Et je partage énormément avec eux. Et là, c'est vrai que dans les images d'émotion de la fin du match, ils ressortaient toute la semaine parce que peut-être qu'à 3 minutes de la fin, contrairement à eux, je nous voyais le perdre alors qu'on ne méritait pas de le perdre du tout. Du coup, voilà, c'est peut-être les émotions qui ont été lâchées. Mais je veux leur tirer un grand coup de chapeau parce que dans les conditions dans lesquelles on a passé la semaine, surclasser cette équipe d'Angleterre qu'on prend à tort comme des seconds, parce qu'aujourd'hui ils sont champions du monde depuis 2022. C'est une très grande équipe et aujourd'hui on est en train de démontrer qu'on va travailler pour être une encore plus grande équipe. J'ai entendu à plusieurs reprises que cette sélection, c'est plus qu'une sélection nationale, c'est un club, un esprit club. Est-ce que vous partagez aussi ces propos ? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'une famille, c'est ça ? C'est une famille, voilà. C'est une famille, et puis la victoire de samedi dernier nous a liés encore plus. Parce que c'est dans la victoire qu'on construit les groupes et les équipes et les familles. Et là, c'en est la preuve évidente. Alors il y a un sacré caractère, ça on l'a compris, mais il y a aussi une façon de jouer. Est-ce qu'on peut parler de French flair ? Cyril ? J'ai l'impression justement que naturellement, les joueurs de cette équipe de France ont du flair et des initiatives, et qu'aujourd'hui, à l'inverse, je suis en train d'essayer de leur apporter la structure, de leur apporter, entre guillemets, l'envie d'abord d'avoir un socle précis et dur, comme on doit l'avoir en rugby à 13, parce que c'est un sport exigeant. Et donc, du coup, je suis en train de travailler avec eux pour qu'ils gardent à tout prix leur French flair, comme on dit. Mais par contre, on y met des bases, et on y met des bases tous ensemble pour avoir une défense aussi rude qu'on a pu l'avoir samedi. Vous êtes actuellement 2e au ranking mondial, derrière l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour passer un cran au-dessus ? C'est pas grave. C'est pas grave. Le ranking mondial appartient à ceux qui le regardent. Nous, notre objectif, et le seul objectif qu'on a, c'est être en finale de la Coupe du Monde en novembre 2026 en Australie et faire tomber la pièce de notre côté cette fois-ci. Un titre mondial remporté à 2 reprises, 2013, 2017, si je me souviens bien, et perdu l'an dernier contre les Anglais. Donc il y a toujours ce sentiment de revanche, puis ça reste toujours des matchs internationaux, et puis se taper un petit peu les roast beef, ça fait du bien, non ? En tout cas, ça faisait 8 matchs où on avait perdu goût. On les avait gagnés une fois à Leeds l'an dernier, mais sur les 8 derniers, il n'y avait pas assez ce goût de victoire, et je voulais que les garçons comprennent qu'il y avait certains ingrédients à mettre pour pouvoir regagner ces matchs-là. Quelle est la prochaine échéance internationale pour vous ?
Elles vont se décider en début d'année 2025. Comme on le sait, on a les élections, donc on a préparé... Les élections fédérales, le 14 décembre prochain. On a les élections fédérales le 14 décembre prochain. Donc on a déjà eu avec le président des discussions sur l'année prochaine. On a préparé un plan. Mais bien sûr, on pourra valider qu'après les élections, ce qui pourra se passer pour nous. Bien, un grand merci à Gilles, un grand merci à Cyril, Merci un grand merci de nous avoir reçus. À vous aussi, Damien Doré. Et puis, on attend encore de grands exploits du para-rugby 13 français, bien sûr, avec vous, aux manettes. Merci à tous. Merci beaucoup. Place à la chronique Histoire avec notre ami Pierre Vergès qui va nous parler du tenu et de son évolution au fil des années. Bonjour Pierre Vergès. Bonjour. Il paraît que le tenu aurait changé depuis la création jusqu'en 2024. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors on va parler de l'histoire des règles. J'ai une pression terrible avec Jean-Louis qui est à côté. Parler des règles à côté du responsable des arbitres, ça met la pression. Allez-y, on vous écoute. Oui, donc on va revenir en 1895. C'est la naissance du rugby à 13 au George Hotel d'Huddersfield. Oui. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. On le voit sur le grand écran. Oui, on le voit, un magnifique hôtel. D'ailleurs, quand on arrive pour voir la plaque dans laquelle a été créé, soi-disant, le rugby à 13, le personnel de l'hôtel, je ne sais pas comment ils font, ils vous voient arriver, ils savent direct que vous venez voir la plaque, et ils vous y emmènent. C'est super. Alors, le 29 août 1895, en réalité, c'est la scission entre les clubs du nord de l'Angleterre et les clubs du sud pour ce problème de manque à gagner, puisque les joueurs du nord étaient défrayés, ça ne plaisait pas à la rugby union qui était à Londres. C'est contre l'éthique sportive. Hein. Voilà, ils les ont exclus. Et là, au George Hotel, le 29 août 1895, ils ont créé la Northern Rugby Union Football Club. Rugby Union. Ça veut dire qu'ils ont continué à jouer au rugby à 15, avec les règles du rugby à 15. Il a fallu attendre 1906 pour qu'on réduise 2 joueurs et puis on crée le tenu. On parle donc de la sociologie des règles du tenu, c'est ça? Alors, avant la sociologie des règles du tenu, pourquoi ? En 1906, les dirigeants de la Northern Rugby Union ont enlevé 2 joueurs. Ça, c'était pour clarifier le jeu, évidemment. Mais pourquoi le tenu? Parce qu'il y avait ces mêlées ouvertes du rugby à 15. C'était accidentogène. Et les pratiquants, c'était des mineurs. Donc, quand ils se blessaient le dimanche, ils ne pouvaient pas aller travailler dans la mine le lundi. Donc, ils ont voulu qu'il y ait moins d'accidents. Les accidents avaient lieu dans les mêlées ouvertes. Donc, déjà à l'époque, ils préservaient l'intégrité physique des joueurs, ils ont créé le tenu. Le tenu, il y en avait, alors selon les règles, il y en avait 4 pour l'équipe attaquante, et après c'est passé à 6, et puis c'est passé aussi à des tenues illimitées dans le temps. Oui, alors, vous parliez de la sociologie des règles. Le tenu, ils l'ont créé d'abord pour préserver l'intégrité physique des joueurs, mais également c'était un droit à l'erreur. C'est-à-dire que le joueur plaqué avec le ballon, dans le rugby à 15, les anciennes règles, c'était le collectif qui venait réparer son erreur. Les législateurs de l'époque, ils ont dit le tenu, le joueur a été pris à la faute avec le ballon, il est responsable de la continuité du jeu en se relevant le plus vite possible pour que le jeu continue le plus rapidement possible. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Et c'est également, très important sociologiquement, une égalité des chances. Votre équipe a 3 tenues, parce que c'était 3 à l'époque, votre équipe a 3 tenues pour marquer. Si vous n'avez pas marqué, vous me rendez le ballon, j'ai aussi 3 tenues. C'est une égalité des chances. C'est presque considéré comme une sanction, finalement. Ou pas le tenu, bien sûr. Le tenu, ouais, quand on est plaqué. Oui, le joueur a été plaqué avec le ballon, il a fait une faute, mais il la répare. Voilà, comme une sanction. Dans le rugby à 13. Jean-Louis Daniel, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? J'inspire, mais que déjà, je mettrais un point d'honneur déjà sur l'aura de Pierre Vergès, qui, alors, son papa fut-il un grand joueur, avec une classe que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas, et je remercie vivement Pierrot, je veux dire Pierrot, parce qu'on se connaît aussi, par des laps de temps intermédiaires, de remettre en cause, et puis en verve et en exergue, toute l'histoire du rugby à 13. Partant de là, je te remercie vivement, et il est fier. Je te remercie aussi par tes commentaires pertinents quand tu passes commenter des matchs.
Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je remercie aussi vivement Alain Moneriès. Vous êtes des personnes censées être très, très intéressées et aussi intéressantes. Et je pense que tous ensemble, nous devrons y arriver. Vous croyez que notre ami Jean-Louis accepte la carte bleue pour le paiement ou pas? Plus sérieusement, regardez derrière, nous avons... là, c'était le livre, là, le jeu à 13. C'était l'ancienne appellation, malheureusement. Hein, celle-là, on a dû, pendant des années, vivre avec. Avec le règlement qui a sacrément changé. Qu'est-ce qui a changé, Jean-Louis, finalement, dans les règles du rugby à 13 depuis les années 80, puisque ce bouquin est sorti dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui? On va dire que... Le tenu à 13 ans, on va dire que c'est le point d'ancrage, en principe, de toute faute. Lorsqu'un tenu est bien réalisé, on peut dire qu'à 90%, il n'y a pratiquement pas de faute. Donc, si, disons, un tenu est bien réalisé, conformément à la règle, normalement, l'esprit du jeu et on va dire la clarification du jeu et la beauté du jeu doit être remise en cause sans cesse. Oui, c'est le geste identitaire. On va rebondir sur ce qu'a dit Jean-Louis. Il y a le nombre de tenues qui a évolué avec le temps. Au début, c'était 3, puis c'est passé 4, maintenant 5, 6, mais également, très très important, le positionnement de la défense. Il était aussi limité, on l'a bien dit, hein, tenu. Là, le tenu limité, on va y revenir, si vous voulez bien après, mais la défense, au début, quand ils ont créé les règles en 1906, les règles qu'on connaît maintenant, c'était à hauteur. Ensuite, il a reculé la défense à 5 mètres et ils ont reculé la défense à 10 mètres. Pour ce qui est du tenu illimité, c'est une mauvaise expérience qui a duré 2 ans. Ils ont arrêté tout de suite, c'était affreux. C'est un peu ce que fait le rugby à 15 quand il est dans la zone de marque. Oui, où ils font le pick and go. Et ben, en rugby à 13 dans les années 60, c'était du pick and go. 80 minutes sur toute la longueur du terrain, c'était horrible. Bien, un grand merci à Pierre Vergès pour ses rappels historiques. Merci aussi à Jean-Louis Daniel pour sa contribution sur le sujet. On vous donne rendez-vous dès le mois de décembre prochain pour le 7e numéro de 13 Mag. D'ici là, portez-vous bien, résistez-vous bien. Salut à tous.